Rédaction. Dossier de la rédaction, un programme des grands jours, un programme des grands enjeux, une émission qui se penche sur les questions qui agitent le débat public, le débat politique. Et vous le savez, le débat fait rage sur la loi de répartition des sièges votée hier au Sénat. Certains opposants y voient un piège pour retarder les élections dans une sorte de transition tacite. J'évoque cette question et bien d'autres encore avec André Alain Atundou Liongo, ambassadeur honoraire, super flic en chef honoraire, ancien patron de la grande GKMIN. Il est actuellement chef de parti. Son parti, c'est la CDR, la Convention pour la démocratie et la République, un immense communicateur de la majorité présidentielle, récemment nommé mandataire à l'Office congolais des contrôles, l'OCC. Monsieur Atundou, bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il quelque chose qui manque sur ce petit CV? Parfaitement complet. Alors, pour nombre d'opposants, tous les moyens sont bons pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Auparavant, la révision constitutionnelle qui avait raté, cette loi électorale piégée qui avait provoqué des émeutes au mois de janvier, et maintenant, cette loi de répartition des sièges pour les élections locales inorganisable, selon eux. Le débat sur cette loi de répartition est un mauvais procès. Un mauvais procès de la part de quelques acteurs malveillants et de mauvaise foi. Parce que ce n'est qu'une application de la Constitution donnée aux autorités de la République un instrument qui puisse se rendre fiable, faisable, réalisable, le processus électoral. Quoi de plus normal? Mais évidemment, l'illusion que véhicule une certaine pensée, c'est que quand on n'est pas au pouvoir et qu'on est opposant de surcroît, eh bien, les choses iraient mieux si l'on était là. Et Dieu seul sait qu'il n'en sera jamais ainsi. Souvenez-vous de si du candidat Hollande par rapport au président Sarkozy. Eh bien, maintenant, la réalité est un peu différente de si, alors que le si s'est réalisé. Et donc, aujourd'hui, je pense que cette histoire, ce débat autour du vote par le Sénat de la loi sur la répartition de sièges est une tempête dans un verre d'eau. Parce que d'abord, ça s'est passé dans une légalité limpide. Parce que, comme vous le savez, une session extraordinaire peut être convoquée à l'initiative du président, à l'initiative du gouvernement, à l'initiative des sénateurs, à l'initiative du bureau. Et dans le cas d'espèce, c'est le bureau et je crois à peu près 63 sénateurs qui ont pris cette initiative et donc c'est tout à fait légal. Une vague de réactions après cette plénière express, environ 30 minutes en tout et pour tout. Selon Eve Bazaïba, par exemple, le secrétaire général du MLC de Jean-Pierre Bemba, il y a un double problème, technique et juridique. Technique, où est passé, se posait la question, où est passé ce consensus global sur l'enrôlement des nouveaux majeurs, estimé à environ 5 millions. Comment les intégrer dans cette répartition des sièges? Je crois que c'est là où intervient la notion de bonne foi. La bonne foi, c'est avoir cette disposition de donner une solution à un problème qui se pose à la nation de façon sincère. La loi sur la répartition de sièges part d'une autre loi qui dit que la répartition des sièges se fait par rapport au nombre d'enrôlés. Par rapport au nombre d'enrôlés. Et donc, il faut respecter cette loi jusqu'à ce qu'il en soit autrement, jusqu'à ce qu'on vote une autre loi. Donc, ça c'est de un. De deux, oui, le chef de l'État l'a dit bien avant, je crois, la sénatrice Bazaïba,
que intégrer les 5 millions de nouveaux majeurs est une préoccupation légitime et qu'il fallait veiller à sa bonne fin. Mais seulement, c'est que le sénateur ou la sénatrice Wazaïba ne nous dit pas, c'est que intégrer, ça a un coût politique, un coût financier et un coût chronologique. Est-ce qu'elle va accepter que l'intégration de ces mineurs, c'est-à-dire refaire en fait le fichier, si ça prend autant de temps au-delà de 2016, qu'est-ce qu'elle ne va pas dire? Que c'est pour chercher ce que l'on appelle indûment le glissement? Non. Je crois qu'il faut vraiment de bonne foi. Nous vivons une situation politique difficile par les moyens minimes que nous avons pour soutenir l'ambition de notre peuple, l'ambition légitime sur le plan électoral, démocratique, économique, social. Cela doit être compris comme un défi national. Ce n'est pas l'affaire des uns, de la majorité, ou l'affaire de l'opposition, ou l'affaire de la société civile. C'est l'affaire de la nation tout entière. Et donc, toute la nation doit s'impliquer. Doit-on comprendre que l'enrôlement des nouveaux majeurs restera juste une simple déclaration d'intention? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout commence par la déclaration d'intention. C'est certainement une bonne intention. Mais maintenant, il faut appliquer cette intention, réaliser cette intention. Selon vous, ça va prendre du temps et ça demande beaucoup d'argent? Il y a une institution qui est habilitée à se faire, à nous donner le timing que cela va donner, c'est la CENI. Qu'on laisse la CENI travailler en dehors des pressions politiques et politiciennes. C'est un instrument d'appui à la démocratie. Le calendrier de la CENI, justement, prévoit les locales et provinciales couplées pour le mois d'octobre. C'est dans moins de 60 jours, 70 jours. Ça veut dire que ces nouveaux majeurs n'iront pas voter si jamais ces élections ont lieu. Et ça veut dire également qu'il faut accélérer la vitesse, accélérer vraiment le processus pour que ces élections se tiennent effectivement au mois d'octobre. C'est ce que je dis. Si l'on considère que le délai est un moment fatidique, eh bien, on se passe des mineurs, de nouveaux majeurs, on se passe de toutes les contraintes qu'avait évoquées la CENI pour que, en tout état de cause, bon gré mal gré, eh bien, en novembre qu'il y ait ceci, en octobre qu'il y ait cela. Mais lorsque on a le sens de l'intérêt bien compris, du bon fonctionnement des institutions, du bon fonctionnement de la démocratie, de la prise en compte des aspirations légitimes de notre peuple, nous devons avoir le courage d'expliquer à l'opinion toutes les contraintes et toutes les exigences, les conséquences des actes que nous devons poser pour aboutir à cette situation beaucoup plus sereine. En toute honnêteté, en toute conscience, je vous emprunte vos termes, croyez-vous à ces élections locales et provinciales au mois d'octobre, dans moins de 60 jours? Il ne s'agit pas de croire. La loi, c'est la loi. Si, en octobre, la CENI dit « vous votez demain », on ira voter. Si, en octobre, la CENI dit « c'est pas possible », ce ne sera pas possible. Ça ne dépend pas de la bonne volonté des uns et des autres. Ça dépend... Il y a des signes qui ne trompent pas. Lesquels? Ces élections locales vont aboutir à environ 21 000 élus. Il faut imprimer les bulletins, il faut vous savez, les kits électoraux. Parlant des élections locales... Il y a la logistique, il y a les infrastructures routières. Mais ce n'est pas une révélation que vous faites, madame. C'est un préalable. Pour fiction, on sait qu'au préalable, il y a cela. Mais
Je n'y insiste pas. Ce qui fait dire aux opposants que c'est inorganisable. Quelle est l'utilité de ces élections locales? Les élections locales ont l'avantage d'implanter dans l'arrière-pays et sur l'ensemble du territoire certains principes qui existent dans notre Constitution et dont certains croient qu'ils ne se limitent qu'à Kinshasa ou dans les grandes villes. Nous avons aujourd'hui entre près de 700 chefferies et secteurs. En principe, sur les 700 chefferies et secteurs, nous devrions avoir au moins 200 femmes. Je ne veux pas vous poser la question parce que ce n'est pas mon rôle. Mais vous savez que nous n'avons que 3 femmes. Mais ces élections locales vont permettre de corriger. Il y a beaucoup d'autres. Nous n'avons que 3 femmes. Oui, comme notamment au Maniema, au Kivu et je ne sais plus dans quel autre pays, dans quel autre 3 femmes quoi province. Comme chef. Chef de groupement, c'est trop peu. Mais la démocratie ne se limite pas dans les salons de Kinshasa. La démocratie est faite pour l'ensemble du territoire. Il faut tenir compte aussi de ces gens-là, j'allais dire. Bon, les féministes vont peut-être saluer cette idée que vous avez, mais il y a ceci que les opposants ne céderont pas, n'iront pas à ces élections si les nouveaux majeurs n'y sont pas inclus. Que va-t-il se passer? C'est ce qu'il faut d'abord. Si le processus n'est pas consensuel. C'est ce qu'il faut d'abord démontrer. S'il n'est pas inclusif. C'est ce qu'il faut démontrer parce que nous avons des antécédents où, après ce genre de déclaration de principe, ils se sont quand même présentés aux élections, puisqu'ils sont dans le Parlement. Donc, je pense qu'il faut savoir mettre un peu de l'eau dans son vin et surtout éviter d'introduire dans notre pays un système démocratique unilatéral. C'est-à-dire, il n'y a que l'opposition qui a raison lorsqu'elle pose un problème. Et par définition, le pouvoir et la majorité ont tort, puisqu'ils sont majorité. La démocratie, c'est un dialogue permanent. C'est une concession permanente des uns et des autres. L'intérêt bien compris de 70 millions de Congolais ne se résume pas au principe. Il faut descendre chez chacun. Ce qui est valable à Kinshasa ne l'est pas à Bumba, ne l'est pas à Kasongolunda, ne l'est pas je ne sais pas où. Il faut tenir compte. La démocratie véritable doit être une réponse des élus du peuple aux préoccupations du peuple. Et vous le savez, les préoccupations du peuple congolais ne sont même pas de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, ne sont pas les préoccupations de la République du Congo. Encore moins des États-Unis ou d'autres pays beaucoup plus lointains. On va rester sur les élus des élus dans sa réaction. Je reste sur Bazaïba, députée nationale, ancienne sénatrice, secrétaire générale du MLC. Elle a évoqué ce souci juridique du fait que le Sénat avait déjà dit non à cette loi, quoique le forum n'avait pas été atteint. La session avait été clôturée. Et ce même Sénat qui avait jugé cette loi anticonstitutionnelle du fait que la CENI n'avait pas tenu bon de réaliser l'audit le nettoyage du fichier annuellement comme prévu, inclure les nouveaux majeurs, le changement d'adresse et évacuer les morts notamment. Permettez-moi. Il y a eu une sorte de volte-face du Sénat. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec cette présentation des choses. Le Sénat n'a pas dit non. Le Sénat n'a pas réuni le quorum nécessaire pour que le vote soit valide et représente
la tendance du Sénat. Déjà à l'époque des débats. Non. Déjà à l'époque des débats, les tendances étaient en majorité. Non. Le débat est un processus de construire le vote. Pendant le débat, je peux être contre vos avis. Et puis, le jour du vote, je me dis, finalement, elle a raison, je vote comme. Qu'est-ce qui compte? C'est le vote, ce n'est pas le processus. Le processus sert à libérer la vérité, sert à libérer les contraintes et finalement permettre à chaque individu de décider en connaissance de cause. Non, le Sénat n'a pas rejeté cette loi. Alors cette loi qui est passée comme une lettre à la poste sont les opposants du MLC notamment. Vous allez répondre que le MLC compte pour du beurre. J'ai entendu quelqu'un dire ça sur une antenne. Non, je ne dirais pas ça, mais je dirais que le MLC, ce faisant, est un parti démocratique. Il a posé un acte, refusé, c'est un acte démocratique. Mais assumer son refus, c'est aussi un acte démocratique. Si la loi est passée dans les conditions telles quelles, de 77 sur 100 aidés, eh bien, c'est parce qu'ils ont refusé. Alors, en toute hypothèse, s'ils y étaient, donnons-leur la vingtaine de députés qui manquent, ou des sénateurs. C'est la démocratie. La démocratie, c'est accepter que la volonté et les actes de la majorité posés en fonction du statut qu'on a de la part du peuple, c'est ça la volonté de l'ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous entrez dans le processus du combat démocratique, qui commence d'abord par bien expliquer sa pensée de façon pédagogique, ensuite de chercher à avoir le plus grand nombre d'adhérents à votre idée, pour qu'enfin, le jour du vote, la majorité s'exprime en votre faveur. Si vous n'avez pas réussi cette démarche trilogique, eh bien, vous dites que je dois accepter ma défaite, entre guillemets, et me préparer parce que probablement les autres ne sont pas mûrs pour me suivre, ou bien c'est une idée précoce. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un régime ou un système où chaque fois qu'un problème se pose, il se dégage une solution surnaturelle et complète. Non. Alors, on s'attendait à une séance marathon, non, c'était plutôt ni difficile, ni long, ce qui a poussé beaucoup à soupçonner une manipulation, une pression. Bon, d'abord, je n'irai pas accuser les sénateurs d'avoir cédé à ce genre de pression. Chacun a sa conscience. Et les appels de sa conscience ne sont pas nécessairement les appels de la conscience de l'autre. Ça, c'est d'abord de un. Deuxièmement, c'est mal connaître les choses. La session ou la séance extraordinaire d'hier, c'est une séquence de l'ancienne session extraordinaire qui n'a pas abouti à un vote suffisant. Et donc, ils ont discuté, ils connaissent les tenants et les aboutissants, etc. Ils se disent, bon, maintenant nous concluons. Où est le mal? C'est à croire que certains voudraient qu'il n'y ait jamais une fin heureuse, une bonne fin à une situation généralement quelconque dans notre pays. Alors, ce qu'il y a, c'est que sur la scène politique, il y a chacun a sa psychose. Il y a ceux qui ont la psychose de la présidentielle coûte que coûte en 2016, l'année prochaine. Il y a ceux qui ont la psychose du glissement. Alors, parmi les scénarios, il y a celui-ci que le dialogue tant attendu ne va apporter que de l'eau au moulin du schéma transition. D'abord, le dialogue, qu'est-ce? Le dialogue n'est pas, comme on dit, un deus ex machina, une intervention divine extérieure. Le dialogue est un instrument de gestion
de la communauté nationale, dans ses rapports sociaux, dans ses rapports institutionnels et dans ses rapports démocratiques. Le dialogue, et il n'est pas nécessaire d'avoir un problème ou une question à trancher pour qu'il y ait un dialogue. Non. Il faut se parler, même quand il n'y a rien. Il faut comprendre la pensée de l'autre. A fortiori, on va dire même dans un Sénat, comme disaient les anciens, dans un Sénat, il y a autant d'idées qu'il y a des têtes. Donc ils doivent se coordonner pour le meilleur intérêt de notre peuple. Il ne faut pas avoir peur de la contradiction. La contradiction va nous amener au progrès. La contradiction va dégager une volonté commune en toute connaissance de cause. Et donc, nous de la majorité, nous n'avons pas peur des idées nouvelles, innovantes, gênantes de l'opposition. Mais je constate malheureusement que l'opposition ne voudrait pas que la majorité puisse se bénéficier de ces avantages démocratiques dus au nombre. Vous êtes ouvert aux innovations Mais bien sûr. Genre transition. La transition est une innovation. Dans notre histoire récente, on en a connu, avec Mobutu, avec Mouzet, avec Sun City, etc. C'est pas une innovation. Et ça vous arrangerait parce qu'on sent venir une transition. Mais qu'est-ce que c'est qu'une transition? C'est une période, on va dire, où on vit sans rappeler les conditions d'entrée dans la période qui devait suivre. C'est ça, la transition. En clair, ça veut dire que pas d'élection présidentielle en 2016. Dans le cas sous examen. Je parle de la transition de façon n'ayons pas peur des mots, appelons chat. Non, avant d'avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur des réalités. Aujourd'hui, tout acteur politique normalement constitué, honnête, sait que les élections, quel que soit le niveau, les élections sont un défi national. Parce que quand on discute, on parle d'élections, on oublie que nous n'avons qu'un budget de 8 milliards. On oublie. Et donc, les élections font partie des défis majeurs de notre démocratie et de notre État. Pourquoi? Parce que nous devons absolument nous assurer que tout ce que nous faisons en tant qu'institution, en tant qu'élus, répond à la volonté du peuple. Et il n'y a que les élections. Il n'y a que les référendums. Référendum? Oui. C'est quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, vous demandez au peuple. Ça s'appelle référendum. Alors, puisqu'il y a des problèmes de budget, vous comprenez? Vous devez comprendre lorsque les opposants réclament à corps et à cri qu'on aille juste aux élections législatives et à la présidentielle pour limiter les dépenses, ou pour qu'on s'en sorte avec notre maigre budget. Moi, je m'en tiens à la Constitution. La Constitution... C'est vous qui évoquiez notre maigre budget. Oui, bien sûr, bien sûr. La Constitution a établi une catégorie d'élections que vous venez de citer. Mais la Constitution n'a pas hiérarchisé les élections. La Constitution n'a pas dit que les élections présidentielles étaient plus importantes que les élections locales. C'est un défi. Nous devons lever le défi dans chaque type d'élection. L'élection présidentielle, c'est un défi. L'élection législative, c'est un défi. Un défi de tous, pour vous, pas seulement pour d'autres, c'est une obsession. D'abord, pour d'autres encore une fixation. D'abord, c'est un défi personnel. Une psychose. Non, d'abord, c'est un défi personnel pour chaque candidat. On en est arrivé à un état de psychose et d'obsession sur la présidentielle. En tout cas, pas au niveau. Sur les délais. Non, pas au niveau de la majorité. Sur les délais. Non, pas au niveau de la majorité. Nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que nous avons un mandat qui n'a pas encore pris fin et pour lequel nous devons présenter un bilan. Et donc, alors qu'on essaie de nous distraire pour que nous perdions les quelques mois qui nous restent à discuter sans rien faire, eh bien nous continuons à faire. Nous faisons un peu comme, pour paraphraser le président Museveni, se battre et parler. Nous discutons et nous construisons. Parce qu'au bout du compte, nous aurons à payer à donner un bien.
à donner un bilan, à nous justifier devant le peuple de la confiance qu'ils nous ont donnée. La perspective d'une transition se rapproche de plus en plus, vu cette sorte de rapprochement entre l'UDPS et le régime en place. On évoque des contacts, des rencontres, peut-être informelles, mais bon, qui présagent de quelque chose. Non, je crois que le président Kabila n'a jamais caché sa volonté d'assurer la cohésion nationale. Et pour assurer la cohésion nationale, mais c'est le dialogue. Le contact entre le président Kabila et l'UDPS, c'est au même titre que le contact entre le président Kabila, l'UNC, le Parti travailliste, la CDR, le PPRD, etc. Ça fait partie. Le président Kabila, constitutionnellement, il est le garant du bon fonctionnement de la démocratie. Donc il a en charge de veiller à ce que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse l'atteindre. Voilà pourquoi il peut discuter avec l'UDPS sans complexe, pas dans les alcôves, mais en toute transparence. Avec le PPRD, la même chose. Ce matin, j'ai suivi Félix Tshisekedi sur Top Congo. De moins en moins intransigeant. Désormais, il parle d'accompagnement international et pas de médiation. C'est son point de vue. Ça évolue. C'est son point de vue. C'est son point de vue. Mais je ne veux pas dire qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais il est évident que son point de vue, aujourd'hui, s'enrichit des réflexions des autres. Et aussi, au bout du compte, nous devons éviter de placer notre ego à la place des intérêts bien compris du peuple. L'intérêt bien compris du peuple, c'est quoi? C'est d'avoir des institutions acceptées qui nous dirigent et qui assurent que pendant cette période, n'importe qui peut dire ce qu'il veut d'après la Constitution. N'importe qui peut poser n'importe quel acte, n'importe qui peut être libre de s'exprimer, comme le dit notre Constitution dans les articles 22 et 23. Les opposants qui contestent ce schéma glissement, parce que c'est le mot qu'ils utilisent, c'est le mot qu'on utilise tous et qui fait peur. Vous, moi, je n'utilise pas. C'est quoi votre vocabulaire? Non, parce que je suis juriste de formation. Vous dites quoi? Je suis juriste de formation et je m'en tiens à la Constitution. Il y a une disposition de la Constitution qui voudrait que lorsque les acteurs, n'est-ce pas, les nouveaux acteurs d'une institution ne sont pas en état d'exercer, eh bien les anciens continuent. Si cette période se prolonge, ça s'appelle la prolongation. Il ne s'agit ni de glissade ni de glissement, on ne fait pas du patin en roulette ici ou patin sur glace. Employons les mots juridiques qui ont un sens précis au lieu de nous amener de concepts politico-politiciennes qui sont confus dans l'esprit, qui amènent la confusion dans l'esprit de l'opinion. Comme les députés provinciaux et les sénateurs qui sont en pleine prolongation. Et pourquoi pas? Mais vous avez peur de mots. Les mots ne traduisent que la réalité. Il ne faut pas avoir peur de mots. Si c'est ça la réalité, c'est la réalité. Il ne faut pas dire, bon, écoutez, si on dit prolongation, donc on pensera que... Non, c'est prolongation. Il ne s'agit pas de glissement. Et à quel moment on parlera de transition? Je ne sais pas. Moi, je vous l'ai dit. Je vous ai donné la définition de la transition. C'est lorsque une étape se termine et qu'on n'est pas prêt pour la deuxième étape, eh bien, la période intermédiaire, c'est sur la transition. Pour les sénateurs et les députés provinciaux, c'est prolongation et pas transition. Non, c'est prolongation. Ils sont allés au-delà de leur mandat, en toute légalité. Mais pour transition... S'agissant des sénateurs, je crois qu'il faut savoir. Pour transition, ça sera pour quelle institution? Pas pour tout le monde, parce que vous êtes d'accord que pour les sénateurs et les députés provinciaux, c'est prolongation et pas transition. Oui, et il y a même un arrêté de la Cour suprême, un arrêté de principe, qui dit que le Sénat
est légitime à poser des actes qui s'inscrivent dans la continuité de l'État, même si ils n'ont pas encore fait l'objet d'un autre vote. Ce sont des principes de démocratie. C'est comme pour les gouverneurs attendus, hein, les 21 gouverneurs attendus des nouvelles provinces issues de la réforme administrative. Comme vous êtes très méticuleux sur le vocabulaire, je ne vais pas dire découpage. En face de vous, je vais dire réforme administrative. Le découpage est une application de la réforme administrative. Découpage territorial. En attendant qu'on ait, pour les uns, les commissaires, on a parlé de commissaires de, je sais pas, de province, en attendant l'élection des nouveaux gouverneurs, des 21 nouvelles provinces, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il ne faut pas dramatiser la vie. Les péripéties normales... Qui fait l'intérim? Les péripéties normales. Quelle est l'autorité qui peut désigner un intérimaire en l'absence d'une volonté du peuple? C'est celui qui a été élu, celui qui a les prérogatives constitutionnelles de se faire. Ça peut être, je dis ça peut, ne me prêtez pas d'intention, ça peut être le Premier ministre, ça peut être le ministre de l'Intérieur, ça peut être le président, ça peut être aussi une loi, ça peut être une loi du Parlement. Il y a toute une panoplie. Parce que pour qu'il n'y ait pas de vide. Pardon? Pour qu'il n'y ait pas de vide. Non, déjà, les dispositions de la Constitution visent à éviter le vide dans la gestion du pays, dans la gestion de l'État. Il n'y a pas risque de vide. Et pour ces nouvelles provinces, parce que j'aimerais bien comprendre, et ceux qui nous suivent également, hein, ils sont en pleine transition ou prolongation? Non, ils n'ont jamais existé. Elles n'ont jamais existé pour connaître la prolongation. Non, mais on ne prolonge que ce qui a existé. Parler de ministre de l'Intérieur, on est déjà en plein 26 provinces. Oui. Alors, les 26 provinces, enfin les 21 nouvelles, sont en phase d'implantation. Eh bien, dans cette phase d'implantation, il y a toujours une étape préliminaire. N'est-ce pas? C'est que il faut amener la logistique, il faut que quelqu'un soit là pour accueillir ceux qui vont venir exercer, etc. C'est un peu l'intendance qui précède la troupe. C'est normal. On va dire, bon, écoutez, pour que on dise où va rester le gouverneur, où sera l'Assemblée, etc., on peut désigner un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, aller préparer cela. Tous ces préalables, tous ces préparatifs étaient censés être faits pendant les 120 jours où les commissions de préparation ou de mise en place de nouvelles provinces étaient à l'œuvre. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Si vous connaissez un retard dans l'exécution d'une tâche, c'est à vous de voir s'il est de votre intérêt de laisser tomber la tâche ou de continuer à le faire. Mais moi, je pense que c'est de l'intérêt de la bonne administration de notre pays, de la bonne implantation de la démocratie, que la tâche se réalise. C'est dommage que cela ait connu un certain retard, mais c'est heureux que cela se réalise enfin. On est en plein, plein processus d'implantation. Moi, je m'attendais à ce que vous disiez transition ou prolongation, mais bon. Je sais pourquoi je dis transition. Alors, les opposants qui comptaient ce schéma ne s'expliquent pas que vous n'ayez pas tiré les leçons du passé. Bon, je pense que le régime démocratique, comme le nôtre ici, c'est un régime où il faut éviter d'avoir des attitudes prétentieuses. La démocratie donne à la majorité le droit d'agir et de faire au nom de la communauté et pour le compte de la communauté. L'opposition est dans son droit de dire que je ne veux pas de ça. C'est-à-dire que si j'étais à votre place, je ne ferais pas ça.
Quoi de plus normal? Mais il ne faut pas que pour des raisons d'intérêt personnel, il puisse gêner la bonne marche, il puisse gêner à dessein les efforts du gouvernement. Parce qu'il y a une disposition de la loi sur les partis politiques, de l'opposition d'ailleurs, sur l'opposition, je crois que c'est l'article 69, l'opposition doit laisser la majorité gouverner. C'est-à-dire, dans les actes que l'opposition pose, il faut qu'il le pose à bon escient et de bonne foi. Si vous avez discuté ensemble des conditions de l'organisation d'une élection et que vous arrivez à dire, vous savez, ce sera très difficile que nous puissions respecter le temps, ou bien nous devons d'abord faire ceci. Eh bien, il faut être conséquent et pas sortir en disant, écoutez, si vous êtes de bonne foi, vous réalisez, alors que vous savez que ça ne peut pas se réaliser. C'est ça la portée, le sens de cette disposition sur l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, un opposant que j'ai eu sur ce même plateau hier, Clément Kankou, chef de parti, a dénoncé le fait que le régime use et abuse de l'RTNC, télévision publique, où ça fait un moment, certains de vos camarades, ou certains éditoriaux n'hésitent pas à faire allusion au fait que les Congolais demandent un troisième mandat pour le président de la République, demandent que Kabila reste et reste encore pour parachever son œuvre de modernisation de l'RDC. Pourquoi pas? Est-ce que mon frère, collègue, partenaire politique Kankou pense et est convaincu que tout le monde pense comme lui au sujet de Kabila? Non, il y a bien des gens qui disent, tiens, nous aimerions que le président Kabila continue. Nous aimerions qu'on donne la chance au président Kabila. Mais ce n'est pas parce que lui, ou beaucoup, ou certains, disent que non, pour nous, c'est pas ça, qu'on va empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est les articles 22, 23 de la Constitution, la liberté de penser. Ce qu'ils dénoncent, ce ne sont pas les pensées, ce ne sont pas les idées, mais le fait qu'on use et qu'on abuse de l'RTNC, un média public. Comment on abuse? Un média public. Public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est adressé au public. Eux aussi, ils peuvent y aller. Sans blague. Mais sans blague, parce que, en cette matière, moi d'ailleurs... On sait que ça se fera jamais. Moi, je passe très rarement à la RTNC. Je passe beaucoup plus sur BOM, sur Télé 50, sur Télé 7, sur Amen TV et tant d'autres privés que sur la RTNC. Il faut se battre. La RTNC est une entreprise commerciale. Et donc, quand elle pose des actes, ce sont des actes d'abord commerciaux. Ce sont des actes commerciaux. La politique n'a rien à voir. Vous n'avez pas réuni assez de moyens pour passer un magazine, on ne va pas passer parce que vous êtes de l'opposition de la majorité. Ok, donc ces programmes sur... le chef de l'État, troisième mandat, ça paye bien à la RTNC? Posez-leur la question. Ce sont des Vous avez rappelé ici qu'ils sont commercialistes. Des commercialistes ou des commerciaux. Si ça leur paye, c'est normal. Tout comme l'opposition peut payer aussi. Certains journaux de dire que voilà, nous allons faire ceci. Nous, maintenant, on commence à réentendre le même slogan. Il faut que ce soit avec Tshisekedi, il faut que ce soit avec Tshisekedi, parce qu'ils savent qu'ils peuvent employer Tshisekedi pour monter sur le podium et puis l'abandonner. Bon. Alors, on va faire un peu le tour dans la région. Au Rwanda, Paul Kagame, vers une réforme de la Constitution. Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso en passe d'un troisième mandat également. Et j'ai suivi Idriss Déby, qui, au pouvoir depuis 25 ans, a déclaré, je le cite, « Il ne faut pas croire que Déby s'accroche au pouvoir, il s'accroche à des principes. » Ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que la pensée démocratique doit être émancipée. Chaque peuple a ses réalités démocratiques, à cause de son histoire,
à cause de ses ambitions, à cause de son environnement. Et donc, ce qui se passe au Congo-Brazzaville ne peut pas être appliqué ici comme un prêt-à-porter. Non, le président Kagame, il tient compte de ce que dit son peuple. Et son peuple se comporte en fonction de la réaction de son président. La même chose ici, la même chose à Brazza, etc. La démocratie est certes une valeur universelle, mais il n'y a pas de démocratie universelle. Prenons seulement la question du nombre de mandats des chefs d'État. Pourquoi les chefs d'État qui portent le nom de roi ou de reine n'ont pas de limitation de mandat? Ce sont les chefs d'État dans des régimes démocratiques. Ben, c'est des monarchies. Deuxièmement, c'est des monarchies non, là-bas. ce sont des chefs d'État. Je parle de chefs d'État. Deuxièmement, pourquoi les chefs d'État qui sont dans des régimes non monarchiques n'ont pas tous le même nombre d'années à passer au pouvoir? Aux États-Unis, c'est 4 ans. En France, c'est 5 ans. Il y a quelque temps, c'était 7 ans. Donc, on ne va pas dire que les États-Unis sont plus démocratiques parce qu'ils ont 4 ans et que ceux qui ont 5 ans sont moins démocratiques. Non. Il faut que la démocratie... Où voulez-vous en venir? Je voudrais dire ceci, que la démocratie doit être une réponse du peuple aux problèmes qui se posent à lui. Il n'y a pas de démocratie prêt-à-porter. La démocratie est toujours nous, une couture à façon. Chez nous, c'est 2 fois 5 ans. Oui, chez nous, c'est 2 fois 5 ans. Limitation de mandat. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et que dit la Constitution? Parce qu'il ne faut pas obnubiler certains aspects de la Constitution. La Constitution dit l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, au gouvernement, au Parlement, à 100 000 citoyens. Ça sera votre dernier mot ou vous avez autre chose à ajouter pour qu'on se quitte? Non, je voudrais vraiment vous remercier de me donner cette occasion d'éclairer un peu l'opinion des gens, parce que j'ai comme l'impression que l'opposition est dans son rôle, mais son rôle n'est pas de cacher une partie de la vérité ou de la réalité. Son rôle, c'est de révéler les véritables problèmes pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution idoine pour notre démocratie, pour nos institutions et pour nos populations. Merci André Alain Atondo Liongo d'avoir été mon invité dans le dossier de la rédaction, communicateur de la majorité présidentielle, président de la CDR, la Convention pour la démocratie et la République. Il a été donc ambassadeur pendant longtemps, super flic pendant également très longtemps, PDG de la GECAMINE, mandataire à l'OCC, récemment nommé. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. On se retrouve très vite pour un autre numéro du dossier de la rédaction.